courage et force de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est pendant le 20h. Des feuilles à la plume, Jean-Michel Nerj a posé ses outils pour nous raconter des histoires d'Olivier et de samouraïs qui sont autant de clés pour mieux comprendre la Corse d'aujourd'hui. Il est notre invité ce soir. Xavier Affre lui rendra hommage au cinéaste d'animation japonais Isao Takahata. Et ce sera notre focus. Bonsoir Xavier. Bonsoir Caroline. Bonsoir Jean-Michel Nerj. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous êtes l'auteur de 2 romans, La peau de l'Olivier et Minor, aux éditions Colonne. Vous étiez avant cela élagueur pendant 20 ans, métier que vous avez exercé pendant 2 décennies. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui pleinement écrivain ? Non. J'ai du mal à qualifier réellement ce que ça peut être un écrivain. Je suis auteur, écrivain, c'est pas ça qui me fait vivre. Donc je continue à exercer dans le domaine des arbres, plus en élagage directement, plutôt en conseil, en consultation et à dispenser des formations. Mais non, donc on va dire mon métier reste celui des arbres. Pour l'instant, c'est quelque chose qui m'occupe pas mal et qui me plaît beaucoup, l'écriture. Mais voilà quoi. Alors comment s'est amorcée cette évolution dans votre carrière ? Enfin, dans votre vie, parce que c'est pas une carrière. Disons que le premier roman, La peau de l'Olivier, coulait de sève. Presque. Non, mais ça pouvait être que celui-là, quoi. C'est-à-dire que l'Olivier, ça me remplissait déjà beaucoup et j'en parlais énormément aux gens lors de démonstrations de taille, à leur raconter l'olivret, à leur expliquer ce qu'était cet arbre. Pour pouvoir leur montrer comment le tailler, je leur expliquais pourquoi. Et pour pouvoir aborder le pourquoi, il fallait que je leur raconte un peu cet arbre. On va dire que le premier roman, c'est comme si je lui avais passé directement le stylo et qu'il s'était mis à parler à la première personne. Après, oui. Après, il y a eu une volonté de m'éloigner un petit peu des arbres et peut-être de me prouver quelque chose aussi à moi-même, hein, en quittant le confort de ce sujet-là et de partir sur d'autres thèmes qui me plaisaient aussi, mais le Japon et la Corse du XVIIIe siècle, quoi. On va en reparler. Qu'est-ce qui fait qu'on saute le pas et qu'on montre ses écrits ? Encore une fois, si ça n'avait pas été ce premier thème autour de l'Olivier, où j'assumais, oui, je pouvais me sentir assez pertinent. J'aurais peut-être pas osé les montrer, ou en tout cas, je ne sais pas si j'aurais cherché à les faire éditer, ça serait peut-être resté un journal intime. Mais disons que sur l'Olivier, je me sentais légitime quand même pour en parler. Donc. Alors justement, ce premier roman, c'est La peau de l'Olivier, dans lequel Anne-Olivier de Balagne raconte son histoire, sa rencontre avec les hommes, avec les éléments. Quelle est l'origine de cette histoire ? C'est-à-dire qu'en fait, comme justement j'essayais de convaincre des gens au respect nécessaire vis-à-vis de cet arbre, je me suis rendu compte que dès que je le mettais un petit peu en scène, lors de démonstrations de taille, où finalement les gens étaient très intéressés par tout ce que j'avais à raconter avant de leur montrer réellement comment tailler l'arbre, je me suis rendu compte que quand c'était l'arbre qui le disait, c'était plus audible que si c'était moi qui le faisais ou n'importe quel autre peut-être spécialiste. Il y en a des éminents en tant que botaniste comme Francis Allais. Le fait de faire parler l'arbre, les gens écoutent beaucoup plus. Donc voilà un petit peu aussi la raison, le déclic. Alors il y a quelque chose du réalisme magique dans La peau de l'Olivier. C'est un procédé qu'on retrouve en littérature japonaise et puis aussi sud-américaine. Vous y avez pensé, vous l'avez travaillé ce côté-là, non. Ou c'est venu vraiment naturellement ? Non, c'est venu naturellement parce qu'à la limite, j'ai même pas spécialement ces références-là. Donc, non, le réalisme, en tout cas, est basé sur une réalité technique qui, pour moi, était incontournable. Et d'ailleurs, ce livre a été pris au catalogue de l'IDF. L'IDF, c'est l'Institut pour le développement forestier, qui édite et qui diffuse quasiment tout ce qui est livre technique sur l'arbre et la forêt. Donc, pas de fiction. Et quand je leur ai proposé, puisqu'à l'époque, c'était pour pouvoir aussi être présent plus loin qu'en Corse. Ils m'ont dit, voilà, tu viens d'ouvrir la brèche, on met une fiction au catalogue, parce que justement, la réalité technique était respectée, et donc ça faisait un petit contre-pied à tout ce qui était fiction là-dedans, mais qui leur convenait bien, quoi. Alors, votre roman a également été le point de départ d'un documentaire réalisé par Laurent Billard, diffusé il y a quelques semaines sur Via Steel. Je vous propose d'en découvrir les premières secondes. Ma peau est dure, comme une carapace de tortue. Ridée, crevassée, elle me protège des blessures du temps. Elle enregistre tout.
grandes catastrophes de la nature, mais aussi tous tes actes, toi, petit homme, qui t'agite autour de moi. Ces cicatrices sont ma fierté et ma mémoire. Elles racontent mon histoire. Vous imaginiez votre Olivier à l'écran? Pas du tout. Alors autant le second roman un peu épique, je pouvais imaginer une adaptation au cinéma, autant celui-ci, un végétal immobile et... Enfin, j'avais des choses à lui faire dire, mais de là à imaginer quelqu'un aller le mettre en scène, non, ça a été une vraie bonne surprise, ça. Vous avez collaboré à la réalisation de ce documentaire? Pas vraiment. Laurent Billard m'a demandé au début si je voulais travailler avec lui à l'adaptation. Et puis très vite, je me suis rendu compte qu'il avait autre chose en tête. C'était un autre objet, quoi. Il avait un docu-fiction, lui, à réaliser. Et moi, j'avais du mal à sortir de la mienne de fiction. Donc j'ai préféré, très curieux, et du bord de ça, d'observer un petit peu ce que lui allait en faire. Et donc c'est un autre objet qui ne trahit absolument pas l'esprit, d'après moi, du roman. Mais c'est vraiment ouais, c'est quelque chose de différent et de fidèle malgré tout. Alors, ce qu'on apprend, c'est que l'olivier, il a été domestiqué, puis un temps oublié, puis de nouveau exploité jusqu'à une semi-industrialisation avec ses fruits, évidemment. Il a fait l'objet de toutes les passions, cet olivier. Ça a été un enjeu, ça a été un moyen d'exercer des vengeances. Il y a eu des arbres coupés, il y a eu toujours cette opposition entre les éleveurs et les cultivateurs. Il a été aussi au milieu de tout ça. Et puis il a enrichi des générations d'hommes aussi, en plus de les nourrir seulement à certains moments. Hein. La Balagne, si c'est une région de gens, je dirais, c'est pas pour rien non plus. C'est qu'il y avait des domaines énormes et que, bon, c'est que tardivement, finalement, qu'il a fini dans les savonneries de Marseille, parce que pendant longtemps, ça a servi aussi à autre chose. Donc oui, il est vraiment... Il a été vital et plus, parfois, quoi. Beaucoup plus important. Et vous les chouchoutez, ces oliviers. On va écouter et regarder un autre extrait du documentaire où vous nous expliquez votre métier. Vous connaissez un petit peu ou pas du tout? Donc quand je dis la sabine, c'est pas là que c'est le plus flagrant, on va peut-être le voir un petit peu mieux là-dessus. Ce sont donc des arbres, une variété, la sabine, greffée sur des pieds d'olivier sauvage oléastre. Si vous regardez par exemple juste en dessous, vous avez un groupe d'arbres en dessous de celui-ci. Là. Vous avez une souche qui doit être une des plus anciennes du terrain, pratiquement greffée. Et sur la droite, on a des arbres qui sont d'un diamètre respectable, mais qui n'ont pas plus de 300-400 ans. Chez la personne qui essaye de tailler ces arbres pour répondre aux attentes de l'exploitant. Une grande partie de mon boulot, c'est une spéculation sur ce qui va se passer dans les arbres après qu'on ait pratiqué un geste de taille. C'est une pure spéculation. Une spéculation, Jean-Michel Neyre. Oui, complètement, puisque on considère que le geste n'est jamais anodin quand on taille, puisqu'il va forcément provoquer une réaction chez l'arbre. La taille raisonnée et intelligente, c'est celle qui a un objectif précis et qui respectera à la fois l'arbre et l'attente de l'humain qui vit en dessous, mais avec un geste donc qui va amener un être aussi capricieux que l'olivier, un être vivant aussi capricieux que l'olivier, à réagir dans le bon sens, dans le sens qu'on attend. Et donc on cherche à provoquer une réaction précise du feuillage à tel endroit, portant du fruit, du beau. On peut même vouloir avoir la vue sur le golfe d'Ajaccio ou ne pas vouloir prendre une branche sur la tête par grand vent. Voilà, en fonction de tout ça, on pratique un geste, l'arbre réagit et on espère dans le bon sens. Et vous dites que vous n'enlevez rien à l'olivier, vous mettez en valeur. On enlève toujours. Là aussi, on considère que la taille est une agression pour le végétal, vu qu'à l'état naturel, il n'a pas besoin de nous. Donc c'est bien pour répondre à nos attentes et pas aux siennes qu'on taille. Donc on va essayer de limiter cette agression au maximum, et on va donc essayer de trouver un compromis entre ce qu'on attend de cet arbre et ce que lui est capable de supporter, quoi. Donc on enlève avec, malgré tout, parcimonie. Réfléchi. Ces dernières semaines, Jean-Michel Neyre, nous avons entendu beaucoup parler de la Xylella fastidiosa. Alors, cette bactérie transmise par des insectes d'arbre en arbre a été détectée sur des oliviers et des chênes verts par des oléiculteurs qui ont tiré une nouvelle fois la sonnette d'alarme.
mettant en cause les services de l'État sur le contrôle et l'identification de cette bactérie sur les souches importées, en fait. Le préfet de région a répondu il réfutait en tout cas toute mise en cause et toute négligence des services de l'État. Alors la Corse compte 10 000 hectares d'oliviers, je crois, 100 000 hectares de chênes verts. Votre analyse de la situation, Jean-Michel Nert, est-ce que les contrôles, force est de constater, ce n'est pas forcément le moyen le plus efficace de lutter contre d'enrayer la bactérie? Qu'est-ce qu'il nous reste si les contrôles ne sont pas efficaces? C'est un dossier épais, là. Mais pour répondre très brièvement là-dessus, les contrôles sont symboliques. Il faut arrêter de raconter autre chose. Évidemment qu'il y a des interdictions d'entrée des plantes sensibles à la bactérie depuis quelque temps. C'est ce que la préfecture a mis en place. On en attendait beaucoup plus, puisque malgré tout, les plantes rentrent par dérogation pour les professionnels. Autant dire que depuis que cet arrêté a été pondu, il y a des dizaines de milliers, je crois que je suis largement en dessous de la réalité, de plantes qui sont rentrées estampillées avec un passeport phytosanitaire qui garantit de rien, puisque ce sont des contrôles statistiques. On contrôle de là où elles viennent 2 plants sur plusieurs milliers. Et donc ces plantes rentrent par conteneurs entiers, et les professionnels étant donc les pépiniéristes et les jardineries. Donc tout est rentré quasiment sans contrôle, puisque par contre les plantes sont rentrées en règle au niveau fiscal, ça oui. Je veux dire, c'est pas au niveau sanitaire, en tout cas que c'est sérieux. Non, ça c'est de la communication préfectorale. On a l'habitude, Tchernobyl, le nuage nous avait évité, Il faut agir au niveau européen? C'est la législation européenne qui empêche... Franchement, je ne sais pas. La législation européenne nous coince par rapport à un fameux espace Schengen dans lequel les marchandises sont censées... circulation. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de trouver... d'empêcher ça quand il y a un problème sanitaire important qui est en jeu. Le tout, c'est la volonté politique. La volonté politique, là, on sait pertinemment qu'on ne nous a pas laissé l'occasion sur place de décider de la manière de traiter cette urgence, ne serait-ce qu'en appliquant ce qui s'applique dans quasiment toutes les îles du monde, comme principe de précaution sanitaire, phytosanitaire en tout cas. Et y compris même pour des territoires des dom-tom. Je ne parle même pas seulement des îles anglo-saxonnes où vous rentrez même pas une pomme dans un sac à main en descendant chez eux. On nous dit que c'est impossible, ça se fait partout. Bon, voilà, on pourrait le commenter pendant longtemps. De toute façon, l'heure n'est plus à chercher les responsabilités, puisque l'axilée, là maintenant, la nouveauté, c'est qu'on sait qu'elle est là. On attend encore, on va savoir plus précisément quelle souche est présente, mais elle est là et elle tue. Et elle tue l'olivier. Moi j'habite à Ghisonaccia, vous savez, un des plus gros foyers, c'est Ventiseri. Donc de mes propres yeux, j'ai pu le constater, notamment avec des oléiculteurs. Voilà. Quelles seraient les solutions pour enrayer? Est-ce qu'il est possible d'enrayer le phénomène? Il n'y a pas de moyen de combattre la bactérie elle-même. Il n'y a pas de traitement? Non. Donc je pense que tout le monde va vouloir se rabattre sur le vecteur qu'est l'insecte. Mais alors là, au niveau des insectisations, je pense qu'il va y avoir de beaux jours pour les abeilles. Là, il va falloir être très très prudent là-dessus aussi. Je pense qu'il faut, faut de toute façon empêcher la surinfection. Ça n'empêche pas de continuer à demander l'interdiction d'entrée des végétaux pour éviter que d'autres souches même viennent se recombiner, parce que ça compliquerait encore l'affaire. Mais il va falloir commencer à être un peu fataliste et apprendre à vivre avec. Réfléchir à lesquelles de nos variétés d'oliviers résistent mieux que les autres. Travailler là-dessus sûrement, quoi. Jean-Michel Nert, vous aimez le Japon? Je connais la réponse. Évidemment. Alors, avant de parler de Minoru, votre deuxième roman, je vous propose d'aller au cinéma avec Xavier Affre. Donc au Japon. Au Japon, oui. Bon, pour une nouvelle un peu triste quand même, mais bon, c'est la vie. C'était la disparition il y a quelques semaines déjà d'un des grands maîtres de l'animation japonaise, Isao Takahata. Bon, qui peut-être comme ça, dit comme ça, ne parle peut-être pas à tout le monde, mais si je vous dis que c'est l'un des cofondateurs du studio Ghibli, avec Miyazaki, voilà, donc c'est les deux grands maîtres de l'animation japonaise, et surtout reconnu en Occident depuis un film qui est splendide, qui a fait pleurer beaucoup de monde à l'époque, Le Tombeau des Lucioles, voilà, qui est un film terrifiant sur les enfants livrés à eux-mêmes pendant la guerre et pendant les bombardements au Japon. Et moi j'ai choisi de revenir, pas sur celui-là, qui est un classique, mais sur deux œuvres qui sont vraiment très bien et qui rejoignent un peu les préoccupations pas sur les arbres mais sur l'environnement, parce que en tout cas dans l'animation japonaise, chez Miyazaki ou Takahata, c'est très présent, l'environnement. Alors le premier s'appelle Le Conte de la princesse Kaguya, qui est une œuvre extraordinaire. C'est son dernier film, donc 2013.
qui avait été sélectionné à Cannes à l'époque, qui avait fait une sensation là aussi. C'est tout simplement à la fois très beau, et puis c'est un héritage, puisque c'est tiré d'une histoire qui date du Xe siècle, donc un conte, Le coupeur de bambou. Et c'est à la fois très beau, parce que c'est l'héritage japonais, mais c'est philosophique, on voyage, c'est sobre, c'est ça qui me plaît. Alors l'histoire, elle est simple, c'est une princesse qui est découverte dans la tige d'un bambou par des paysans, un peu comme vous, hein, dans la tige d'un bambou, voilà. Et elle devient très vite une femme magnifique, et alors elle est courtisée, bien entendu, par tous les grands princes. Et ceux-ci doivent relever des défis assez impressionnants pour essayer ou espérer la séduire. Alors, ce qui est magique à l'image, c'est le trait, c'est les crayons. On dirait, vous savez, c'est la vis, là, c'est très beau, cette technique. C'est pas du numérique. Alors ça, j'aime bien évidemment parce qu'on est encore dans la fabrication artisanale. On peut encore faire des dessins animés d'animation très beaux avec de l'artisanal. On dirait pas que c'est des aquarelles, hein, quasiment. Oui. C'est à la fois impressionniste, parfois c'est même très expressionniste, parce que dans le mouvement, on voit plus les personnages. Enfin, il y a vraiment un travail comme ça sur le mouvement, sur plein de choses. C'est très épuré en même temps. Et donc, ça va à l'essentiel, on le voit. C'est aussi moderne parce qu'il y a de la fluidité dans le mouvement. Hein, c'est pas quelque chose de très figé, pas du tout. Il y a beaucoup de poésie, de mélancolie. C'est une histoire qui est assez intemporelle. Voilà, c'est très beau. C'est par exemple ce qu'on voit quand la jeune fille court. Les traits se détachent, on la voit plus bien. Voilà, c'est à la fois moderne, c'est à la fois l'alliance entre la tradition et le moderne. C'est ça que j'aime bien évidemment chez Takahata aussi. Et voilà. Parfait, très poétique. Oui. Alors l'autre film il est poétique aussi, mais il est différent, et c'est celui-là surtout, là, les préoccupations de l'environnement, c'est Pompoko. Je ne sais pas si vous connaissez. Le nom me parle. Voilà, alors si ça vous fait rire, c'est l'histoire des tanuki. Alors ça, on les confond souvent avec des ratons laveurs, mais c'est ces petits insectes qui existent vraiment. Alors, les Japonais les vénèrent absolument. Ils font partie du panthéon, voilà, des dieux, et surtout ils sont représentés avec, j'ai trouvé un ventre rebondi, des testicules de grande taille. Donc ça fait rire aussi les enfants. Vous voyez, dans le film ils s'en servent. Donc alors l'histoire est assez simple là aussi. Les tanuki vivent en paix avec les hommes, mais à un moment donné, les hommes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils construisent des villes et ils rasent la forêt, y compris les arbres. Donc les tanuki sont complètement rejetés. Puis alors, ils vont se faire la guerre entre eux parce que l'arrivée de l'homme fait que ça s'immisce un peu dans les affaires entre tribus. Et puis à un moment donné, il y a le chef qui va dire il faut qu'on réagisse face à l'arrivée de l'homme, il faut qu'on essaye de dissuader les hommes de raser autant de forêts pour construire des villes. Et donc voilà, ce film d'animation, il est vraiment à voir en famille parce qu'il y a la vision, j'allais dire enfantine, très drôle pour les enfants, mais il y a aussi la vision pour adultes. C'est évidemment une fable écologique, comme l'avait fait Miyazaki avec Princesse Mononoke par exemple, aussi, ça se rejoint là-dessus. C'est vraiment très émouvant, c'est mélancolique, c'est aussi montrer qu'il y a un monde qui disparaît quand même, ces forêts qui disparaissent avec l'homme qui arrive et qui construit des villes nouvelles pour que les gens puissent y habiter. Voilà, c'est vraiment fantaisie, c'est intelligent, mais c'est aussi virtuose et c'est vraiment à découvrir. Et puis ces petits tanuki sont vraiment très très charmants, franchement. Ils sont mignons. Ils sont attachants. Ça vous touche, ces histoires, Jean-Michel Nert ? Les deux... Le premier, ce qui est troublant, pourtant c'est pas celui-ci qui est le plus en rapport avec le thème de l'environnement, mais alors moi, au niveau esthétique, il me fait vraiment penser à ce film d'animation avec la voix de Philippe Noiret de l'adaptation de Giono, L'homme qui plantait des arbres. Oui. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai, ce côté crayon très fluide, presque pastel, dans l'esthétique, ça me fait vraiment penser à ça. Après, le second, que je n'ai pas vu, c'est sûr que l'arbre, un des points communs avec le Japon, c'est la place de l'arbre vénérable dans cette culture-là, quoi. C'est ce respect-là. Donc j'imagine que oui, ils peuvent être touchés très facilement par les atteintes portées à l'environnement. Ça, c'est évident. Alors, Jean-Michel Nert, votre deuxième roman, Minoru, alors je le prononce à la corse. Vous avez... À la japonaise, vous arrivez Non, à la japonaise, je n'oserais pas. Mais vous allez le faire, Jean-Michel Nert. Il met en scène un samouraï et une famille corse, les Barthes, qui vont se rencontrer et combattre ensemble. Nous les suivons du Japon à Gênes jusqu'à Pontenove, puisqu'on est en 1700... Enfin, on les prend en 1766 à peu près, et on les laisse au lendemain de Pontenove en 1769. Alors peut-être pour la prononciation, déjà. En japonais, ça se dit Minoru. Alors... Mais évidemment que l'ambiguïté, le clin d'œil à la langue corse m'a titillé, donc Minoru. Sudi Pumayo, qui se chiama Minoru. Bon. Alors de la même manière, comment est née cette histoire ?
Ben, là aussi, bon, alors, au-delà de la volonté de vouloir m'éloigner des arbres, puisque j'avais sûrement quelque chose d'autre, je voulais savoir si j'étais capable d'écrire sur un autre thème. Malgré tout, je suis allé puiser dans un peu la culture familiale qui, bien que je ne sois jamais allé au Japon, j'ai grandi dans des familles de judoka, donc très baigné par ça. Qu'on retrouve déjà dans la peau de l'olivier. Un petit peu, oui, 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 à travers Par un certain rapport, quelques échanges avec l'arbre. Mais du coup, oui, j'avais ce terrain, cette culture familiale. Mais il y a aussi justement, quand j'ai lu un peu plus tard, après avoir été judoka, La pierre et le sabre et la parfaite lumière de Yoshikawa, qui est un incontournable au Japon, quoi, un livre assez incontournable, j'ai compris que finalement, moi, c'était à travers mon métier de tailleur que je me retrouvais beaucoup dans cette manière de s'engager sur une voie, peut-être plus que par rapport à mon passé de judoka. Donc voilà, moi j'ai finalement raconté une histoire à partir de certaines choses qui me tenaient à cœur. Ce personnage emblématique du Japon médiéval, de ce samouraï, et que j'avais envie de raconter, de mettre en scène, et qui du coup devenait le prétexte et devenait le Candide de mon histoire de Corse, de celle qui me tenait à cœur aussi, de celle de ces années de Corse démocrate et des Lumières avant l'heure, quoi. Et donc voilà, j'ai voulu le confronter à ça, donc des Iliens, qui sont exilés aussi, donc les Bartoli et ce Japonais qui finit par les rencontrer à Gênes. Et il vient promener ses yeux bridés de Candide sur la Corse de Paoli à ce moment-là. Avec une passion aussi pour l'histoire, j'imagine, parce que cette période-là, en tout cas, XVIIIe siècle peut-être, oui. Oui, on va dire c'est une période que je trouve assez troublante dans l'histoire de l'Europe à ce moment-là, quoi, et qui n'est pas souvent évoquée, parce qu'on la connaît quasiment qu'en Corse. Mais j'ai quand même dû travailler énormément. Moi, j'avais les petites bases que tout le monde a sur cette période-là. Après, il a fallu quand même se documenter, essayer d'être vraiment sérieux et cadré par la vérité historique. Vous vouliez trouver des similitudes entre la Corse et le Japon. Qu'en est-il ? J'avais pas cette prétention-là, je savais pas ce que j'allais trouver, je voulais confronter, en fait. Et puis voir ce qu'il en ressortait. Et puis après, ce que je trouvais intéressant, moi, dans le boulot de l'auteur de fiction, c'est ce que j'imagine être le travail du comédien, c'est-à-dire s'immerger à un moment dans un personnage pour le rendre crédible, donc avec ces deux parties-là, la partie corse que je connais sûrement plus intimement, et puis la partie japonaise peut-être un peu fantasmée de ce japonais d'antan, et en fait en essayant d'être crédible, en les confrontant, qu'il en ressorte quelque chose, je dirais presque malgré moi, mais voilà. Il y aurait une suite, parce que vous laissez une porte ouverte à la fin du roman. Alors c'était pas le but au moment où je l'ai écrit, mais je me suis rendu compte, parce qu'on me l'a souvent dit, que cette manière de botter en touche, en fait, ça laissait présager autre chose. Et j'avoue qu'en y pensant, donc je ne veux pas spoiler la fin, mais en y pensant, oui, c'est assez enthousiasmant ce qu'il y aurait à écrire à la suite de ça ailleurs. Oui, et ce qui est fascinant dans votre démarche aussi, c'est que je trouve que les périodes ne sont pas les mêmes, mais ça m'a fait penser à un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le film de Scorsese, Silence, où là aussi, là c'est le point de vue inverse, les Européens sont confrontés à une autre civilisation qu'ils ne connaissent pas, donc du coup, les périodes ne sont pas les mêmes, mais... Finalement, le parallèle est plus important que ça, parce que, quelque part, il est question de ces fameux jésuites au Japon, et d'ailleurs, c'est le billet de sortie, un petit peu, pour ce Japonais qui, a priori, n'a pas le droit de sortir de son pays, en tout cas, sûrement pas le droit d'y revenir après ça, mais je me suis un peu arrangé avec l'histoire japonaise, c'est-à-dire ce que décrit Scorsese, et qui est tout à fait vrai, et dont je me sers, le départ des jésuites, normalement, c'est antérieur à cette période-là, qui pour moi était incontournable, puisqu'on était autour de la Corse de Paoli, donc il fallait que je me tienne là. Mais c'est vrai que ça s'est passé un petit peu avant au Japon, donc voilà, la petite digression. Et film incroyable, il faut absolument, je conseille aux spectateurs de le voir. Long, mais... Alors, si on aime le Japon et Scorsese, et puis le reste... Voilà. Parfait, on suit votre conseil. Il nous reste 1 minute pour parler de votre dernier ouvrage, un essai. Alors là, vous changez votre fusil d'épaule, Corse, les questions qui dérangent. Qu'est-ce qui vous a convaincu de sortir donc cet essai? C'est 42 questions autour de l'histoire, de l'identité, de la langue, de la politique. Quel héros pour la Corse? Pascal Paoli ou Napoléon Bonaparte? Existe-t-il un peuple corse? La Corse, île raciste ou terre d'accueil? Voilà, des petites questions qui, un peu pour la gratter. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous lancer dans cet exercice? Pour être tout à fait franc, c'est une commande. Donc c'est un éditeur breton, Yoran Ambaner, qui édite pas mal de livres sur les régions à forte identité, et qui m'a demandé de m'occuper de cet opus-là sur la Corse, vu qu'ils avaient déjà ils en avaient fait un sur la Bretagne, il y en avait un en gestation sur l'Alsace, je crois.
Donc moi, après, à l'intérieur de ça, je n'avais que les thématiques imposées et j'ai choisi librement les questions pour la gratter, comme vous dites, à traiter. Et donc, bon, c'est pas exhaustif. Moi, j'ai envie de C'est résumer. subjectif ou pas? Oui, Forcément. oui, mais je pense que c'est les questions, à défaut d'avoir des réponses, c'est les questions qu'on ferait bien de se poser pour réussir à vivre ensemble. La question sur le héros-corps, je sais que on a la réponse. Votre réponse, on l'a devinée quand même. Ça, Pas forcément. Ah bon. Je les réconcilie un peu. Bon, c'est parfait. On est pour la réconciliation. Jean-Michel Neyre, merci beaucoup merci à vous. de nous avoir accompagnés durant cette émission. Revenez nous voir quand vous voulez. Je rappelle les titres de vos ouvrages: La peau de l'Olivier et Minot aux éditions Colonne et Corse, les questions qui dérangent chez... vous m'avez dit Yoran. Yoran. Xavier Affre, merci beaucoup Merci. et à très bientôt. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt, dès demain, d'ailleurs, toujours sur France 3 Corse via Stella. Merci beaucoup.